À l'intérieur de chaque feuille saine se trouve une enzyme qui décompose 40 millions de molécules de peroxyde d'hydrogène chaque seconde. Ce seul fait est la raison pour laquelle une bouteille de brune à $1 de la pharmacie peut atterrir sur vos plantes sans les brûler. Et c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des jardiniers l'utilisent mal. Cette enzyme s'appelle la catalase. Les plantes la produisent dans chaque chloroplaste et peroxysome qu'elles développent moite. Lorsque le peroxyde d'hydrogène touche une feuille saine, la catalase divise la molécule presque instantanément. La feuille ne conserve que de l'eau et une légère bouffée d'oxygène. Les spores fongiques n'ont pas cette défense. L'oïdium, la tache noire, le mildiou, la septoriose, aucun de ces agents pathogènes ne possède le même bouclier enzymatique. Ainsi, lorsque vous vaporisez une solution diluée de peroxyde d'hydrogène sur une feuille infectée, vous ne recouvrez pas la plante de poison, vous placez un produit chimique que la plante peut démanteler en quelques secondes, contrairement aux champignons. C'est toute la raison pour laquelle le peroxyde d'hydrogène fonctionne comme spray de jardin. Pas de magie, pas de chimie cachée au public, juste un petit décalage évolutif entre les plantes que vous cultivez et les maladies qui les ciblent. La première proposition d'utiliser ce composé comme désinfectant est venue d'un médecin anglais nommé Benjamin Ward Richardson. Il a publié l'idée dans The Lancet en 1858, parallèlement à ses travaux avec John Snow sur l'anesthésie. Près d'un siècle et demi plus tard, vous pouvez acheter sa découverte pour moins que le prix d'une tête de laitue dans le même magasin où vous faites préparer vos ordonnances. Maintenant, la question pratique, est-ce que cela sert vraiment à quelque chose dans votre jardin? En 2008, une étude évaluée par des pairs publiée dans l'International Journal of Horticultural Science a testé ce spray sur des concombres de serre. Les chercheurs ont utilisé une solution de 15 à 20 millimolaires de peroxyde d'hydrogène, ce qui équivaut environ à une dilution à 1% de la bouteille domestique à 3%. Les chiffres étaient frappants. La gravité de l'oïdium est supposée de 90% de la surface foliaire affectée à seulement 12%. Mais remarquez le détail enfoui dans cet article. Le spray a été appliqué de manière préventive avant que les symptômes n'apparaissent sur les plantes, et non comme un remède de sauvetage après que la poussière blanche a déjà recouvert la moitié de la plate-bande. Le peroxyde d'hydrogène est bien meilleur comme bouclier que comme remède. Si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, retenez cette seule phrase. Voici la recette de travail que la plupart des jardiniers chevronnés utilisent. Une cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène standard à 3%, une tasse d'eau propre. Cela vous donne une solution à environ 1%. Ne mélangez que ce que vous prévoyez d'utiliser le jour même. Une fois dilué, le peroxyde commence à se décomposer en quelques heures. Versez le mélange dans un vaporisateur à brume fine, pulvérisez aux heures fraîches, tôt le matin ou la dernière heure avant le crépuscule, jamais en milieu de journée. La lumière ultraviolette du soleil direct déchire la molécule de peroxyde avant qu'elle ne puisse faire son travail. Et les feuilles mouillées sous un soleil brûlant peuvent griller. Ces deux raisons pointent vers le même conseil. Attendez l'ombre. Recouvrez les deux côtés de chaque feuille. Les spores fongiques se cachent sur le revers, là où l'ombre les garde au frais et à l'humidité. Si vous ne pulvérisez que le dessus, vous n'avez fait que la moitié du travail. Pour la prévention sur les plantes que vous savez déjà vulnérables. Courge, concombre, zinnias, monarde, rose, lilas. Appliquez une fois par semaine pendant la saison de croissance. Si l'oïdium s'est déjà installé, voici la vérité honnête. Vous ralentirez la propagation, mais vous n'effacerez pas ce qui est déjà là. Les colonies établies ont traversé la cuticule de la feuille. La poussière blanche que vous voyez sur le dessus est connectée à un réseau que vous ne pouvez pas voir. Taillez les feuilles les plus touchées, jetez-les dans un sac en papier pour la poubelle et pulvérisez tout ce qui reste. Pulvérisez selon le calendrier, pas dans la panique. Les jardiniers qui réussissent avec cette méthode sont ceux qui la traitent comme l'arrosage, une habitude hebdomadaire, et non une réponse d'urgence. Si vous cultivez de la nourriture depuis des décennies, vous connaissez bien ce moment. Fin juillet, les feuilles de courge au bord de la plate-bande commencent à montrer cette fine poussière pâle. En août, elle s'est propagée aux courgettes, puis aux concombres, puis aux vignes de melon.
La plupart des années, vous acceptez la perte comme faisant partie de l'été, avec un spray préventif hebdomadaire commençant début juillet. Avant de voir la première tache, le calendrier change. Les mêmes plantes qui mouraient de la mi-août peuvent en rester productives jusqu'en septembre. C'est la différence entre traiter l'oïdium comme la météo et le traiter comme de la chimie. Voici à quoi ressemble le succès après 3 semaines de pulvérisation constante. Semaine 1. La poussière existante cesse de se propager aux nouvelles feuilles. Vous remarquerez que les jeunes pousses arrivent propres. Semaine 2. Les feuilles plus anciennes affectées peuvent jaunir et tomber, mais la plante en dessous produit toujours des tiges saines. Semaine 3. La nouvelle canopée ressemble à ce qu'elle était en juin. La plante n'a pas été guérie. On lui a donné le temps de dépasser le problème. C'est l'objectif réaliste. Le peroxyde d'hydrogène n'est pas seulement une molécule qui tue les agents pathogènes au contact, à l'intérieur de la plante, c'est aussi un signal. Une revue de 2016 dans Frontiers in Plant Science, écrite par Wojtyła et ses collègues, a examiné les preuves en détail. Lorsqu'une plante détecte du peroxyde d'hydrogène sur ses feuilles, elle commence à produire des composés de défense, même dans les tissus que le spray n'a jamais touchés directement. Le nom technique de ce phénomène est la résistance systémique acquise. La chimie derrière cela implique un dialogue avec l'oxyde nitrique, les ions calcium et les mêmes hormones végétales qui régissent la floraison et la réponse au stress. La traduction pratique est plus simple. Un léger spray de peroxyde d'hydrogène le mardi apprend à la plante à être prête pour les ennuis le vendredi, une période de sécheresse, une vague de chaleur, une nouvelle vague de spores soufflées depuis le jardin d'un voisin. La plante a déjà activé ses gènes de défense. Pour les jardiniers qui observent le même potager de tomates depuis 30 étés, c'est là que réside la valeur profonde. Vous ne traitez pas seulement l'oïdium d'aujourd'hui, vous donnez à la plante une longueur d'avance sur le stress de la semaine prochaine. C'est une façon de jardiner différente de ce que vous vend la bouteille sur l'étagère de la jardinerie. Pensez à ce que cela signifie en pratique. Les tomates que vous pulvérisez début juin, avant tout signe de problème, bénéficient encore de ce spray lorsque le dôme de chaleur arrive pendant la 2e semaine de juillet. Les roses que vous avez brumisées un dimanche matin tranquille transportent cette réponse immunitaire préparée dans la période humide qui suit la tempête suivante. Rien de tout cela ne nécessite plus de travail que ce que vous faites déjà. Cela demande seulement de le faire au bon moment, avant que la plante n'ait besoin d'être sauvée. Les plantes que vous cultivez ont survécu pendant des centaines de millions d'années en écoutant des signaux. Le peroxyde d'hydrogène est l'un des plus anciens signaux qu'elles reconnaissent. Une courte parenthèse avant d'aller plus loin. Tout ce qui a été couvert jusqu'à présent, le spray foliaire, le calcul de dilution, le timing, n'est que la couche de surface. La méthode complète est bien plus riche. Un calendrier précis pour différents légumes, un guide de dépannage pour les plantes qui réagissent mal, les ratios exacts pour les maladies plus coriaces comme la tache noire sur les roses et le mildiou précoce sur les tomates, la liste des plantes sensibles par écrit pour que vous n'ayez pas à vous rappeler lesquelles nécessitent une prudence accrue. Ce genre de détail a sa place dans une référence écrite que vous pouvez garder près de l'arrosoir, pas dans une vidéo où vous devez chercher le tableau dont vous avez besoin. Scannez le code QR à l'écran dès maintenant. Il ouvrira un plan PDF gratuit qui expose tout. Concentration, calendrier, liste des plantes sensibles et une fiche mémo d'une page pour l'arrosage du sol par rapport au spray foliaire. Imprimez-le, pliez-le, glissez-le dans votre carnet de jardinage. Considérez cela comme un cadeau d'un jardinier à un autre. La partie suivante de cette vidéo aborde ce qui se passe sous la ligne du sol. Là où la plupart des plantes perdent discrètement un combat que vous ne pouvez pas voir. Les ennuis que la plupart des plantes ne survivent pas commencent sous le sol. Une tomate qui flétrit le matin, récupère le soir, puis flétrit à nouveau le lendemain. Des feuilles de pothos qui jaunissent de bas en haut. Peu importe votre prudence avec l'arrosoir. L'odeur de quelque chose de rance s'élevant d'un pot que vous n'avez pas déplacé depuis des semaines. C'est le pourrissement des racines. Et le pire instinct, celui que presque chaque jardinier au grand cœur suit, est d'arroser davantage. La plante semble avoir soif. Les feuilles sont molles. Alors, on sort l'arrosoir
Et l'état de la plante empire, les maladies qui causent le pourrissement des racines, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, partagent un trait commun. Elle est prospère dans un sol gorgé d'eau où l'oxygène s'est épuisé. Leur monde est la poche anaérobie au fond d'un pot trop arrosé, ou les couches d'argile compactées à 15 cm sous un potager après un printemps humide. C'est là que le peroxyde d'hydrogène accomplit sa deuxième tâche. Lorsque vous versez une solution diluée dans ce sol étouffant, deux choses se produisent à la fois. Le peroxyde réagit directement avec les agents pathogènes, oxydant leurs parois cellulaires, et en se décomposant, il libère de l'oxygène exactement dans la zone où les racines en étaient privées. Mélangez une cuillère à soupe de peroxyde d'hydrogène à 3% dans une tasse d'eau. Arrosez le sol autour de la base de la plante. Assez pour saturer la zone racinaire, mais pas assez pour déborder. Écoutez bien, vous entendrez un léger pétillement à la surface du sol. Ce son, c'est la chimie qui opère en dessous. Quelques mises en garde honnêtes. Les racines qui sont déjà devenues noires et gluantes sont mortes. Le peroxyde d'hydrogène ne les ramènera pas à la vie. Ce qu'il peut faire, c'est stopper la propagation, donner aux racines blanches survivantes de l'espace pour respirer et vous offrir le temps nécessaire pour rempoter ou améliorer le drainage. Si la plante est dans un pot, sortez-la. Taillez les racines pourries avec des ciseaux stérilisés. Renouvelez le terreau et arrosez à nouveau après le rempotage. Pour une plate-bande extérieure où le pourrissement des racines est un problème récurrent, fréquent dans les sols lourds après un printemps humide, un arrosage mensuel du sol pendant la saison humide peut empêcher l'accumulation lente des populations pathogènes. Les plantes que vous sauvez sont celles que vous n'auriez même pas remarqué être en train de perdre. Il y a un détail de diagnostic qui vaut la peine d'être mémorisé. Les racines saines ont une odeur légèrement sucrée, comme des pommes de terre fraîchement coupées ou de la pluie sur la pierre. Les racines pourries sentent l'aigre. Parfois le piquant, parfois un peu comme un fossé oublié. Si vous sortez une plante en difficulté de son pot et que cette note aigre vous frappe avant même que vous ne regardiez les racines, vous avez votre réponse. Faites confiance à votre nez. Il détecte le problème avant les yeux. Il existe une autre façon d'utiliser le peroxyde d'hydrogène à laquelle presque aucun jardinier ne pense. Sur la graine elle-même, avant même qu'elle ne voie la terre. Si vous avez une boîte de café ou une boîte à chaussures de vieilles graines cachées dans un tiroir, des tomates anciennes du jardin de votre mère, des haricots mis de côté il y a 3 étés, des paquets de zinnias d'une foire agricole, ces graines peuvent sembler mortes. Souvent, elles ne le sont pas. Elles sont en dormance ou recouvertes de spores de moisissure qui les feront pourrir avant la germination. Une équipe de recherche de l'Université d'État de Caroline du Nord et du Service forestier des États-Unis a testé cela sur le cèdre blanc de l'Atlantique, une espèce réputée pour ses faibles taux de germination. Un simple trempage au peroxyde d'hydrogène a presque doublé la germination des graines par rapport à d'autres traitements de stérilisation. Le peroxyde a tué les agents pathogènes de surface qui détruisaient discrètement les graines viables avant qu'elles ne puissent germer. L'étude de Wojtyła de 2016 a examiné la situation globale sur de nombreuses espèces cultivées. Les trempages au peroxyde d'hydrogène modifient l'équilibre hormonal interne de la graine. L'acide abscisique, qui maintient les graines en dormance, chute. L'acide gibberellique, qui stimule la germination, augmente. En même temps, l'enveloppe extérieure dure s'amollit, la graine se réveille parce que la chimie à l'intérieur a reçu l'ordre de le faire. La méthode est simple. Mélangez une cuillère à soupe de peroxyde à 3% dans une tasse d'eau propre. Faites tremper les graines pendant 15 à 30 minutes, pas plus. Rincez à l'eau claire. Plantez immédiatement. Gardez le sol chaud et la surface humide jusqu'à ce que vous voyez le premier ver. Essayez cela sur les graines que vous jetteriez autrement. Celles qui n'ont rien donné dans le plateau de l'année dernière. Les paquets dont la date est dépassée. Beaucoup vous surprendront. Le souffle de vie n'était pas parti. Il était juste scellé sous une couche que la graine ne pouvait pas briser seule. Il y a une satisfaction particulière à voir germer une graine que l'on a failli composter. C'est peut-être une variété de haricots que votre père cultivait
et que plus personne ne vend. Peut-être une fleur d'un paquet que votre grand-mère a étiqueté au crayon il y a 30 ans. Le trempage au peroxyde d'hydrogène ne fait pas de miracle, mais il vous donne une chance de plus avec des graines qui en méritent une. Notez celles qui réagissent. Prenez l'habitude de tester les vieilles graines chaque mois de février, 6 semaines avant les dates de semis à l'intérieur pour votre zone. Au moment où les plateaux sortiront, vous saurez ce que vous avez. La plupart des jardiniers expérimentés ont remarqué quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer. Après un gros orage d'été, les plantes ont un aspect différent le lendemain matin, pas seulement mouillées, éclatantes. Les feuilles semblent briller d'une manière que l'eau municipale d'un tuyau d'arrosage ne produit jamais. Ce n'est pas un tour de lumière. En 1999, les géochimistes Weigong Zhou et Yu-Wei Deng ont publié une étude dans la revue Geochimica et Cosmochimica Acta, documentant ce qui se passe pendant les orages électriques. La foudre traversant l'air humide déclenche une chimie qui produit des quantités mesurables de peroxyde d'hydrogène dans la pluie qui tombe. Ils ont suivi les concentrations dans les précipitations de Miami pendant plus d'1 an. Pendant les orages, les niveaux de peroxyde augmentaient avec l'activité de la foudre. La chimie atmosphérique plus large qui fabrique le peroxyde dans les nuages, photochimie, ozone, composés organiques volatiles réagissant avec la lumière du soleil, fonctionne depuis bien avant que les humains ne le remarquent. Cela fait partie de la chimie naturelle de fond qui a arrosé chaque plante depuis que les plantes existent. Lorsque vous pulvérisez une solution de peroxyde d'hydrogène correctement diluée sur votre jardin, vous n'introduisez pas quelque chose d'étranger. Vous faites écho à un processus que la nature exécute discrètement au-dessus de votre tête depuis des centaines de millions d'années. C'est la bonne façon de voir cette bouteille brune, non pas comme un miracle, mais comme un petit morceau ordinaire de la chimie avec laquelle les plantes ont toujours vécu. Assez concentré pour être utile entre vos mains. Une question raisonnable subsiste à ce stade. Si le peroxyde d'hydrogène est aussi efficace, aussi sûr et aussi bon marché, pourquoi les étagères des jardineries sont-elles remplies de fongicides de marque? La réponse n'est pas un secret gardé. Le peroxyde d'hydrogène a été enregistré pour la première fois auprès de l'EPA comme ingrédient pesticide en 1977. Il a été approuvé spécifiquement pour une utilisation sur les plantes en croissance en 1998. Selon les récents registres de l'USDA, plus de 160 produits pesticides commerciaux sur le marché le contiennent comme ingrédient actif. Il figure sur les étiquettes des fongicides certifiés biologiques comme sur celles des conventionnels. La raison pour laquelle il n'est pas plus médiatisé est la même pour laquelle personne ne fait de publicité télévisée pour le sel de table. Le peroxyde d'hydrogène n'a pas de protection par brevet. N'importe quelle usine chimique peut en produire. Les marges sont minces. Il n'y a pas de budget pour des emballages brillants ou des pages de magazines. Les entreprises qui vendent des fongicides de marque à 60 $ ne peuvent pas se permettre de vous rappeler que le même ingrédient actif se trouve dans une bouteille brune à moins de 2 $ à la pharmacie du coin. C'est une histoire de marché, pas un complot. Le produit n'a jamais été caché. Il n'a simplement jamais été assez rentable pour être promu bruyamment. Quelques règles méritent leur place avant que vous ne piochiez dans l'armoire à pharmacie. 3% est la seule concentration dont vous avez besoin. La bouteille brune de la pharmacie est déjà prédiluée pour une manipulation sûre. Les grades plus forts, comme le 35% de qualité alimentaire utilisé par certains producteurs commerciaux, nécessitent des gants, une protection oculaire et une dilution minutieuse. Il n'y a aucun avantage à commencer par la version plus forte pour un jardin familial. Achetez la bouteille domestique. Ne pulvérisez jamais sous le soleil de midi. La lumière ultraviolette dégrade rapidement le peroxyde d'hydrogène et les feuilles mouillées sous le soleil direct peuvent être grillées. Le petit matin est le moment idéal. La dernière heure avant le crépuscule est le deuxième choix. La lumière est plus douce, l'air est plus frais et le spray a le temps de faire son travail avant que l'évaporation ne le retire de la feuille. Ne mélangez jamais le peroxyde d'hydrogène avec du vinaigre dans le même récipient. La combinaison forme de l'acide peracétique, un oxydant plus puissant qui est agressif pour les tissus végétaux et pour vos poumons. Les deux fonctionnent très bien séparément. Ensemble,
Ils causent des problèmes qu'aucun des deux ne causerait seul. La même règle s'applique au mélange avec l'huile de neem. Utilisez l'un, puis l'autre à des jours différents. Testez toujours avant de traiter une plante entière. Vaporisez une feuille avec votre solution préparée. Attendez 48 heures. Vérifiez s'il y a décoloration, brunissement ou flétrissement. Si la feuille semble identique, le reste de la plante ira bien. Si ce n'est pas le cas, diluez davantage avant de continuer. Quelques espèces méritent une prudence accrue. Les orchidées, les violettes africaines, les fougères, les lys de la paix et la plupart des plantes aux feuilles fines ou duveteuses réagissent plus fortement que les cultures plus robustes. Pour celles-ci, utilisez la moitié de la concentration standard, soit environ une demi-cuillère à soupe par tasse d'eau au lieu d'une entière, et traitez plus soigneusement. Une note pratique pour ceux d'entre nous qui jardinent depuis 40 ans et savent ce que sont des genoux douloureux. Utilisez un vaporisateur léger, remplissez-le à moitié pour qu'il reste maniable. Un pulvérisateur de 2 litres plein d'eau pèse plus de 2 kg et ce poids pèse sur le poignet pendant tout le travail. Le remplir à moitié préserve les articulations. Pulvérisez assis quand vous le pouvez. Un petit tabouret, le bord d'une plate-bande surélevée, une chaise pliante sortie pour la matinée. Le jardin sera encore là demain. Si la force de vos mains va et vient, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous après des décennies à arracher des mauvaises herbes et à retourner le compost, investissez dans un petit vaporisateur électrique ou à pile. Les bons modèles coûtent d'environ 20 $ en quincaillerie. Ils suppriment complètement la pression sur l'index. Appuyez sur un bouton, tenez la lance, laissez le moteur faire le travail. La même buse qui fatigue votre main à midi semblera légère à 6 heures du matin quand vous voulez vraiment pulvériser. Le bon outil pour le bon travail n'est pas de la vanité. C'est la raison pour laquelle vous voudrez encore être ici l'été prochain et l'été suivant. La plupart des essais de jardinage qui durent ne sont pas bruyantes. Elles n'arrivent pas dans un emballage brillant sur l'étagère d'une quincaillerie. Elles reposent tranquillement sur une étagère en laquelle le reste de la maison a déjà confiance. Attendant quelqu'un d'assez patient pour remarquer ce qu'elles peuvent faire, une bouteille brune, de l'eau propre, l'heure matinale avant que le soleil ne devienne vif. C'est toute la méthode. Les plantes vous diront le reste. Si cette exploration de la chimie cachée de votre jardin a changé votre regard sur cette simple bouteille brune, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à déterrer l'histoire et la science que les grandes marques essaient souvent d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de sagesse jardinière sera ouvert très bientôt.